Pyramide FM. Les grandes puissances se bousculent en Afrique, elles se cognent même la tête, tant pis pour les traumatismes. Elles font bousculer les Africains, il faut juste qu'il ait les moyens de déplacement. Quand le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, se fait prendre en photo à Conakry, à Olombo, à Ouagadougou et à N'Djamena aux côtés des présidents de la Guinée, du Congo, du Burkina Faso et du Tchad, des dizaines de chefs d'État ou de gouvernements africains font le même exercice aux côtés du président coréen, mais loin de leur terre à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. C'est le dernier pays à inviter l'ensemble des États du continent à un sommet sur le modèle des nombreuses conférences qui existent déjà et qui peinent à assurer vraiment le relèvement et le développement de l'Afrique. La question est de savoir si les Coréens réussiront là où les Français, les Américains, les Européens, récemment les Japonais ou encore les Russes semblent avoir échoué. Parlant des Russes, ils sont de plus en plus actifs en Afrique. Mais qu'est-ce qui explique autant l'attrayante position qu'incarne désormais le continent noir? Reste-t-il réellement le continent de l'avenir, comme c'est prédit par de nombreux observateurs? Ces derniers regardent nos pays, ils suivent sans aucun doute le Togo dans ses différentes initiatives pour son avenir. Un avenir qui s'écrit dorénavant dans une nouvelle république. La cinquième a du mal à passer partout, notamment au siège de certaines formations politiques. Les FDN ne veulent pas la reconnaître ipso facto en siégeant à la nouvelle Assemblée nationale. L'élu maître de Diapevon s'adressant à ses compatriotes avait eu des mots et des thèmes très forts pour décrire ce qu'il a appelé la grande mascarade pour le braquage électoral, avant d'évoquer l'engrenage que constituerait pour l'opposition son choix d'être au Parlement. Depuis la publication des résultats des élections au Togo, les Togolais maintiennent leur division aux portes de l'Assemblée nationale. Certains comparent la situation à un dilemme, une équation difficile. Cette équation n'est d'ailleurs pas la seule. Les autres se posent à l'ensemble de la communauté nationale, celle de l'impunité par exemple, ou encore celle des inondations. Les inondations ont la vie dure, elles semblent échapper aux différents canaux et retenues, puisque les bassins de Lomé ne retiennent plus les eaux. Puis il les renvoie sans ménagement dans les maisons, faisant fuir les occupants. Les eaux dribblent les autorités et prend le meilleur sur les familles. Le gouvernement ne veut surtout pas se laisser déborder. Il pointe du doigt le dérèglement climatique, les permis de construire et l'éventualité des actions d'évacuation. En vérité, le gouvernement tente de limiter les dégâts. Ces derniers sont bien nombreux déjà, puisque certaines familles et certains commerçants ont déjà beaucoup perdu. Les éperviers n'ont pas voulu subir le même sort en évitant cette semaine la défaite à Lomé devant le Soudan du Sud en marquant juste 2 buts à Tégué. Bonjour à tous et bienvenue au D12. Nous sommes sur Pyramide FM. Notre invité du jour est Nathaniel Olympio. Il est le président du Parti des Togolais. Les contacts de l'émission sont 96 50 34 37 et puis sont des 10 43 09 70. L'émission est mise en onde par Marik Freitas. Nathaniel Olympio, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Félicitations. Oui, je savais que ça allait vous étonner quand je vous dis félicitations en début d'émission. Je vous dis félicitations pour avoir publié un livre, puisque ce n'est pas courant au Togo. Oh, oui, c'était pour moi une opportunité de partager quelques réflexions que j'ai sur notre pays, sur notre sous-région, sur ce qui se passe dans le monde, sur nos relations avec les puissances, les grandes puissances. Et voilà, ça a donné ce livre. C'est vrai que nous aurons le temps de parler de ce livre d'ici la fin de l'émission, mais ce n'est pas courant en réalité que les acteurs politiques, notamment africains et togolais, fassent publier des ouvrages. Vous l'avez fait, c'est sans doute important pour vous. Oui, c'est important que mes pensées soient connues parce que je suis engagé dans la défense du droit dans mon pays, et pour la défense des libertés. Et les Togolais doivent savoir quelles sont mes réflexions, le fruit de mes réflexions, quelles sont mes pensées, quelles sont les analyses que je fais en tant qu'acteur politique et prise en prenant en considération l'espace dans lequel nous vivons avec les tumultes que nous connaissons en ce moment, la CEDEAO, l'Union africaine et la présence des grandes puissances qui
s'affirme de plus en plus sur le continent, la guerre, des influences sur nos pays. Tout cela a un impact sur notre vie intérieure, sur notre politique intérieure. Et voilà, je voulais revisiter un peu l'histoire et l'histoire contemporaine aussi, et pour en tirer la compréhension de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous verrons d'ici la fin de l'émission si ce livre est disponible, et au-delà de ce que vous venez de dire, s'il y a d'autres choses à savoir à propos de ce document que vous avez fait paraître récemment. Mais quand on vous invite dans une émission comme celle d'aujourd'hui, après les résultats des élections, après toute l'actualité qui suit, après tout ce que vous-même vous aviez dit quelque temps avant les élections, est-ce que vous vous dites parfois que vous aviez toujours raison à propos des élections au Togo? Je dirais que très vite, ça fait une dizaine d'années, que nous avons compris, nous sommes un certain nombre de personnes et avons compris que les élections, moi je les ai qualifiées, je les qualifie de facteurs de division des forces démocratiques. Mais je ne l'ai pas fait avant d'autres, parce que quand on revisite l'histoire du processus de démocratie au Togo, eh bien, certains ont commencé à dire cela, ça fait 30 ans déjà, dès le début du processus. Donc, non, je ne suis pas l'un des premiers à dire ça, mais dès que je suis entré en politique, j'ai fait le constat et j'ai commencé à défendre le fait que les élections au Togo sont utilisées par le régime pour semer la zizanie d'abord au sein de l'opposition, et cela, ils le réussissent très bien, et aussi pour nous détourner de l'essentiel, l'essentiel étant la recherche de l'état de droit, la recherche de nos libertés, la recherche d'une justice et tout ce qui contribue au bien-être de la population. Donc, moi, je suis très heureux que 10 ans après que je défende de manière constante et cohérente cette position, je suis heureux qu'aujourd'hui, beaucoup de Togolais, pour ne pas dire la grande majorité des Togolais, reconnaissent que les élections n'apportent pas de solution à leurs problèmes quotidiens. C'est pour ça, je pense que les Togolais, malgré les appels multiples et variés, les campagnes qui ont été faites pour sensibiliser, les Togolais ont décidé de voter avec le pied. Les Togolais ont décidé de ne pas aller aux urnes. C'est un message extrêmement fort qui exprime deux choses, à mon avis. D'abord, ça veut dire que les Togolais n'ont plus confiance à la classe politique, à la fois les dirigeants de ce pays et aussi aux responsables de l'opposition. Les Togolais n'ont plus confiance puisque les appels ont émané de partout pour aller voter. Ils ne l'ont pas fait. C'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que les Togolais ont exprimé par cette absence dans les urnes, les Togolais ont exprimé leur absence de confiance dans le processus électoral. Parce qu'ils ont participé à de nombreuses élections et ils constatent aujourd'hui que cela ne change rien dans les problèmes auxquels ils sont confrontés tous les jours. Les élections ne changent pas les politiques publiques, c'est-à-dire la manière dont le pays est gouverné, et ça ne tient pas compte de la vie des Togolais dans les urnes. Ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est que également, dans la classe politique de l'opposition, aujourd'hui, je pense que, si ce n'est l'unanimité, mais la très grande majorité des dirigeants de l'opposition, y compris ceux qui ont toujours participé aux élections, la grande majorité dit aujourd'hui que les élections ne sont pas la solution pour les problèmes des Togolais. Problèmes politiques, problèmes sociaux, les problèmes de la vie de tous les jours. Il faut qu'on cherche d'autres voies. Vous savez très bien que nous sommes en démocratie où nous tentons d'asseoir beaucoup plus de démocratie dans notre pays depuis plus de 30 ans et ailleurs, ce sont les élections
qui ont permis à ce que les solutions soient trouvées à des questions d'ordre social. Et si vous dites que le constat est fait que les élections ne sont plus les solutions, comment se fait-il qu'ailleurs, c'est les solutions? Oui, dans certains pays, effectivement, les élections ont permis des alternances, ont permis le changement à la tête de l'État, ont permis l'application d'autres politiques publiques, etc., etc. Mais pas dans certains pays comme le Togo. Au Togo, nous sommes sortis des rails du processus de démocratisation et je dirais que nous sommes revenus dans un processus d'autocratisation de la manière de diriger le pays. Vous savez très bien que ces élections, les résultats ont surpris beaucoup les observateurs, puisque depuis 1990, c'est la première fois que l'opposition, même si vous aviez dit tantôt que le taux de participation, sans donner le chiffre officiel, quand vous dites que les Togolais ne se sont pas déplacés pour aller voter, c'est la première fois qu'on a quand même un résultat qui a choqué dans certains milieux. Certains parlent carrément d'immoralité en faisant référence à la position de l'ANC. Est-ce que c'est une position aussi que vous partagez? Vous avez été choqué? Écoutez, moi j'ai toujours été extrêmement clair dans ma démarche. Les élections au Togo ne représentent absolument rien à mes yeux. Et je n'ai jamais compris comment on peut dénoncer les fraudes qu'il y a au cours des élections et en même temps accepter et apprécier les résultats que l'on distribue. Parce que les résultats sont distribués. Il n'y a pas de logique dans ça. On ne peut pas contester une élection et se satisfaire quand on a des élus ou quand on a été élu. Ça n'a pas de sens. Quand on conteste quelque chose, il faut tout rejeter. Et donc, moi, je n'ai pas été surpris des résultats parce que le processus a toujours été vicié. Et je n'ai jamais accepté de reconnaître l'élection en elle-même, a fortiori les résultats, et tout ce qui découle de ces élections. Donc non, je n'ai pas été choqué, simplement, je constate que le régime ne prend même plus de gants, c'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre absolument tout aux yeux de tout le monde, et ils n'ont aucune conséquence, ils ne redoutent absolument rien. Et ça, c'est le résultat de plusieurs années de pratique et de bienveillance aussi de la part des organisations de la sous-région, de bienveillance à l'égard de ce régime, de la communauté internationale. Et donc, vous savez, quand dans un pays, il y a un massacre de milliers de personnes et que les gens se promènent librement en narguant les Togolais, ben, ils peuvent se permettre tout. Et aujourd'hui, ils se sont permis de changer la constitution tout seul, sans informer, même sans consulter le peuple togolais. Voilà où le bouchon est poussé et toutes les lignes rouges ont été franchies au Togo. Il n'y a pas de respect pour le peuple. C'est le mépris. Et donc, aujourd'hui, de mon point de vue, on doit faire table rase. Table rase, c'est-à-dire permettre que les Togolais se retrouvent autour d'une table pour rebâtir, refonder la nation, pour remettre à plat tout ce que nous avons construit jusqu'à aujourd'hui et repartir sur de nouvelles bases. Il faut un nouveau contrat social pour les Togolais. Est-ce que pour le pouvoir, le nouveau contrat social, ce n'est pas ce qui est contenu dans la nouvelle constitution plutôt? Alors, si c'était contenu dans la nouvelle constitution, tous les Togolais se retrouveraient dedans. Pourquoi il y a autant de contestations? Pourquoi les Togolais ne sont pas allés voter alors qu'on leur a mis à disposition une nouvelle constitution? Pourquoi les Togolais continuent de dire que cette constitution ne les concerne pas? Non, ça n'a pas été fait pour les Togolais. Ça a été fait pour les dirigeants de ce pays et uniquement pour les dirigeants de ce pays. Et donc, ça a été fait contre les Togolais. Vous savez très bien aussi que dans toutes les démocraties, même les plus grandes, que ce soit aux États-Unis ou en France, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Non, je pense que si vous faites ce type de comparaison, vous serez dans l'erreur. Pourquoi je dis cela? J'ai beaucoup de respect pour
les commentaires que vous pouvez faire. Mais il y a toujours des différences d'une démocratie à l'autre. La France que vous avez citée, les États-Unis que vous avez cités, ces pays fonctionnent sur des modèles différents, mais il y a une constante. La constante, c'est quoi? C'est les valeurs de liberté, les valeurs d'état de droit, les valeurs de justice, les valeurs d'équité. Ça, qu'on l'appelle démocratie, qu'on l'appelle autre chose, ces valeurs sont immuables et c'est ce à quoi aspire tout citoyen, y compris au Togo. C'est ce à quoi nous aspirons. C'est ce à quoi le peuple togolais aspire. Mais on n'a pas cela. Donc ne parlez pas de variance entre démocratie d'un pays à l'autre. Le Togo est dans une dictature pure et dure, avec de violentes répressions physiques, avec l'embastillement de tout ce qui est dissonant, avec des menaces qui poussent les gens à l'exil. Nous ne sommes pas en liberté au Togo. C'est pour ça que le régime qui jouit de la force physique, qui jouit des ressources financières de l'État, se permet de narguer les Togolais. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que les Togolais se dressent contre cela. C'est pour ça que les Togolais entrent en résistance. Mais on ne les voit pas, ces Togolais. C'est ce que vous dites après ces élections qui ont donné des résultats. Quels que soient les débats qu'on va faire autour de ces résultats-là, c'est quand même curieux quand vous dites que les Togolais se dressent contre ce qui se fait dans le pays. Oui, moi je le dis et je l'affirme parce que je le vois. Tout le monde le voit sur les réseaux sociaux. Comment des jeunes qui ne s'étaient jamais engagés en politique n'hésitent plus à dire ce qu'ils pensent. Même quand ça leur vaut la prison, ils le disent. Et d'autres continuent de le faire après que certains d'entre eux aient été jetés en prison. Donc le peuple commence à s'exprimer. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps de s'organiser et vous verrez que ce sera un raz-de-marée que nous allons voir sillonner les rues du Togo, de Lomé à Saint-Cassé. Parce que partout sur le territoire togolais, les gens sont dans la détresse. Les gens sont dans la colère et la révolte. On les étouffe. Eh bien, quand on étouffe le peuple, un jour ou un autre, ça finit toujours par exploser. C'est ce qu'ils sont en train d'imposer au peuple togolais. Depuis les élections, plusieurs thématiques sont venues se greffer aux résultats qui ont été donnés, à part ce que vous venez de dire, et à cette grande actualité depuis quelques dizaines, une dizaine de jours, ou un peu plus, autour de la participation ou non de l'ensemble de l'opposition, ou une partie de cette opposition, puisque cette opposition même représentée à l'Assemblée nationale. C'est juste 5 sièges sur les 113 de l'Assemblée. D'abord, ces résultats-là, de cette façon, qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne peux rien ajouter d'autre si ce n'est une certaine humiliation qu'on a voulu infliger au peuple togolais. J'appelle ça de l'humiliation. Comment peut-on se permettre de dire que dans une élection supposée démocratique, on est sur 113 sièges, eh bien, le parti au pouvoir s'octroie 108. C'est-à-dire, ça n'a même pas de décence. Ça n'a pas de décence. C'est pour ça que je parle d'humiliation du peuple togolais. Et quand c'est comme ça, moi, je suis indigné. Je suis révolté comme l'ensemble des Togolais aujourd'hui. Une partie des Togolais. La très grande majorité. De la même manière qu'ils se sont donnés plus de 95% des places de députés, eh bien, c'est cette grande majorité des Togolais aussi qui est complètement révoltée par ce qu'ils ont imposé. Je disais tantôt que la question, c'est de savoir depuis quelques jours s'il faudrait que l'opposition soit à l'Assemblée nationale. Et on a les résultats. Et 3 seront, notamment les 2 députés de l'ADI et puis le député ou la députée de la DMP. Et puis les 2 députés, un de l'ANC et un de FDE, ne siégeront pas, c'est officiel. L'ANC dit, par exemple, c'est ce que j'avais cité tantôt, qu'elle ne voudrait pas s'associer à ce qu'elle qualifie de l'immoralité. Et puis les FDE disent que siéger reviendrait ipso facto à reconnaître la nouvelle constitution. Les Togolais sont aussi divisés sur cette actualité-là. Est-ce que vous prenez position dans cette actualité? Mais vous savez, il ne faut pas simplement porter un regard sur
l'aboutissement d'un processus sans tenir compte du cheminement qui a mené à ce point-là. Aujourd'hui, je pense que l'interrogation de savoir s'il faut être à l'Assemblée ou s'il ne faut pas être à l'Assemblée, ça n'a absolument aucun intérêt. Absolument aucun intérêt. Pourquoi? D'une part, parce que l'on y soit ou que l'on n'y soit pas, cela ne change rien dans les problèmes des Togolais. Absolument rien. Et c'est l'expérience qui le dit. Ça n'est pas moi. Deuxième chose, je pense que les Togolais ont besoin aujourd'hui d'aller au-delà de ces considérations politiciennes. Parce que ça n'a aucun intérêt pour les Togolais. C'est pour ça que je ne m'inscris pas dans ce débat qui, pour moi, n'a aucune valeur. Moi, j'ai estimé que, comme beaucoup de Togolais, que l'élection elle-même, qui est, je dirais, le cœur aboutissant aux questions de répartition de sièges. Si l'élection elle-même, elle est foncièrement contestée, pourquoi viendrons-nous discuter des conséquences qui découlent de ces élections? Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Si nous estimons que la manière dont on a conduit ces élections, si nous estimons que les conditions dans lesquelles ça s'est passé étaient telles que la grande majorité des Togolais refusent d'y aller, mais pourquoi viendrez-vous leur poser la question si ceux qui sont allés à ces élections et qui sont désignés, déclarés, élus, pourquoi leur poserez-vous la question de savoir s'il faut qu'ils soient à l'Assemblée ou qu'ils ne soient pas à l'Assemblée? Ça n'intéresse pas les Togolais. C'est un débat de politiciens et ça reste un débat de politiciens. Mais les Togolais, ils sont préoccupés par autre chose. Ils sont préoccupés par leurs droits. Ils sont préoccupés par les inondations. Ils sont préoccupés par le chef de l'État qui va tenir des propos inacceptables sur la jeunesse togolaise loin de son pays. Un chef d'État ne parle pas de ses concitoyens de cette façon ailleurs, devant des étudiants de notre pays. Alors que depuis 19 ans qu'il dirige ce pays, il n'a jamais mis pied dans une université pour parler à la jeunesse togolaise. Jamais il ne l'a fait. Et il va parler devant des étudiants de notre pays, et c'est là qu'il va mettre la jeunesse de son propre pays dans des qualifications qui sont inacceptables. Vous voyez? Et c'est tout ça que les Togolais ne supportent plus. C'est tout ça que les Togolais veulent voir changer. Qu'on leur donne de la considération, qu'on leur donne du respect, qu'on leur donne de la dignité et qu'on respecte leur honneur. Tout ça est bafoué. Comme je l'avais dit au début, en vous demandant si, quelque part, vous dites que oui, vous saviez que ça allait se passer de cette façon-là. Vous venez de dire que ce qui est en train de se passer n'a aucun intérêt pour les Togolais. Vous aviez dit, avant même l'organisation des élections, que la manière dont ces élections-là s'organisaient et que ça ne s'organisait pas comme vous vouliez, vous par exemple. Donc tout ce qui se passe actuellement pour vous ne vous surprend pas. Même les commentaires, là, les débats, puisqu'on a constaté notamment sur les réseaux sociaux que les Togolais, ou du moins ceux qui s'expriment, sont vraiment divisés. Et puis il y a certains qui prennent position pour ceux qui ne veulent pas être à l'Assemblée nationale. Et il y a d'autres qui prennent position pour ceux qui veulent y aller. Pour vous, ça n'a aucun intérêt. Je pense que le débat se trouve ailleurs. Le débat se trouve ailleurs et celui-là que vous êtes en train d'évoquer, c'est de la distraction. Ça peut avoir un effet grossissant sur les réseaux sociaux parce que, bon, il y a des gens qui échangent des positions, des points de vue. Oui, ça peut paraître être un effet, ça peut donner un effet grossissant, comme si c'était tout le Togo qui en était préoccupé. Mais regardez les vidéos TikTok que les jeunes font. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent des inondations. Ils parlent de la Constitution qui a été charcutée et changée sans qu'on leur demande leur avis. Ce sont les problèmes d'électricité, de cherté de la vie. C'est ça que les gens font sur les réseaux sociaux, dans les petites vidéos TikTok. Ce n'est pas de savoir si tel ou tel va siéger à l'Assemblée nationale. Ça, c'est des pas de gens qui font de la politique politicienne. Parce que ça n'apporte aucune solution à personne. Mais vous savez ce qui se passe là? Puisque quand, par exemple, on écoute les acteurs politiques de plus en plus dire que les élections n'ont plus aucun intérêt, en vous rejoignant un peu quelque part, la question c'est de savoir, mais en fait, si on ne fait pas les élections dans une démocratie, on fait quoi? Mais, M. Atiogbe, nous ne sommes pas en démocratie au Togo.
Est-ce que vous l'oubliez? Nous ne sommes pas en démocratie. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en résistance. Parce que ce qui s'est passé le 29 avril, trop, c'est trop. Tout le monde en a ras-le-bol. Tout le monde, y compris ceux qui ont pensé que l'élection pouvait encore apporter quelque chose. Donc, je suis tenté de parler d'unanimité. Je suis tenté de parler d'unanimité. En tout cas, c'est la grande majorité qui pense là. C'est pour ça que moi, je ne suis pas en train de dire que les gens me rejoignent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je ne suis pas dans la dynamique de dire j'avais raison. Ça ne m'intéresse pas d'avoir raison. Ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, que nous nous rendons tous compte qu'il faut aller dans une autre direction. Il faut mener la lutte dans une autre direction citoyenne qui met tout le monde ensemble pour faire face à ce régime et non plus rentrer dans le schéma que le régime nous impose, le schéma des élections, le schéma des dialogues, qui sont finalement des manipulations. On a compris cela. La grande majorité a enfin compris cela. Moi, j'applaudis des deux mains. Maintenant, la voie est ouverte pour qu'on travaille en tant que citoyen et pour qu'on ramène ce pays sur les rails qu'il faut. Parce que les gens qui nous dirigent, qui profitent de ce pays, du sang des Togolais, de la sueur des Togolais et des larmes des Togolais, ils en ont suffisamment profité. Il faut que maintenant nous puissions mettre en route la machine du peuple et que la machine obtienne ce que le peuple attend. Vous savez ce qui se dit dans certains milieux? Que l'opposition est en train de mourir. Les Togolais sont de plus en plus éveillés sur ce qui se passe. Et ça, personne n'y pourra rien. Les Togolais sont en train de se rendre compte que, de plus en plus, eh bien, les dirigeants ne se préoccupent pas d'eux, ne se préoccupent pas de leur sort. Donc ne parlez pas d'opposition. D'ailleurs, vous savez, l'opposition n'existe que dans une démocratie. Ce n'est pas dans une dictature qu'il y a une opposition. Non, mais en fait, l'opposition n'existe que dans une démocratie. Oui, mais en fait, toutes ces notions, opposition, élection, dialogue, ce sont des instruments de démocratie. Voyez-vous? C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce qu'on ne peut pas prendre les fruits d'un arbre et essayer de le greffer sur un autre arbre. Ça ne fonctionne pas. C'est pas au Togo que ça va fonctionner. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et nous devons remobiliser la population. Nous devons nous organiser. Nous devons mettre en face de nous un schéma directeur, c'est-à-dire une voie à suivre, une vision. Nous devons construire tout cela. Et c'est à ce prix, et uniquement à ce prix, que nous pouvons amener les dirigeants de ce pays à nous engager dans un vrai débat, dans une phase de transition. Quand vous parlez de vous, c'est qui vous? Je parle du peuple togolais. Je parle des Togolais. Je parle des citoyens togolais. Tous ces Togolais qui sont aujourd'hui désabusés, qui ont été trompés, manipulés, trahis. Tout le monde dit, ça suffit. Est-ce que vous pensez que ces Togolais-là, dont vous faites allusion, ils ont une organisation qui peut éventuellement, demain, leur permettre, oui, comme vous l'avez dit tantôt, d'engager des discussions avec le pouvoir ou d'avoir le nouveau contrat social, comme vous l'avez dit à l'entame de l'émission? Mais moi, je pense que les Togolais sont en train de s'organiser avec un certain nombre de partis et d'organisations de la société civile. Et nous avons engagé très tôt une démarche pour nous opposer à ce changement de constitution. Nous avons mis en place le Front touche pas à ma constitution. Nous nous organisons, nous réfléchissons. Nous sommes en train de mettre en place une démarche. Nous sommes en train de construire la lutte différemment. Et ça, c'est ce que nous avons besoin de mettre en place. C'est ça qui va porter la lutte dans un autre sens. Pas contre quelqu'un, mais contre le système qui est imposé aux Togolais. Parce que tout le monde souffre de ce système-là. Quand on parle des Togolais, il y a beaucoup qui pensent aussi que les Togolais, vous l'avez sans doute dit, ils sont désabusés, et ils sont trahis, vous l'avez dit, et qu'ils ne croient plus en presque personne, y compris vous-même. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec les Togolais. Jamais. Et je n'ai jamais trahi aucun Togolais. Et je n'ai jamais dit une chose aujourd'hui et le contraire demain. Je suis constant. Je suis dans la cohérence. Et je répète la même chose matin, midi et soir. Ce que je répète est très simple. Les élections, on nous les impose. Nous ne devons plus suivre cela. Nous devons avoir, nous qui voulons la liberté, l'état de droit. Vous, l'opposition? Nous qui voulons, nous Togolais, qui voulons la liberté, l'état de droit, la justice,
eh bien, organisons-nous en tant que citoyens. C'est ça, ce que je défends et que j'ai toujours défendu. Et je pense qu'aujourd'hui, l'heure a sonné pour que les Togolais sortent des débats de partis politiques. L'heure a sonné pour que les Togolais sortent des débats d'organisation de la société civile. L'heure a sonné pour que nous cessions de nous opposer les uns aux autres. Ce que nous devons faire, ensemble, c'est de construire une nouvelle lutte. C'est de nous rendre compte que c'est la main dans la main. Et c'est ce que moi je défends. Et je continuerai de défendre. La main dans la main, nous devons construire une nouvelle façon de revendiquer et d'exiger nos droits, nos libertés. Ce que vous dites là aussi, vous l'avez commencé par le dire il y a quelque temps maintenant. Est-ce que vous avez l'impression que, notamment, ceux à qui ces paroles sont adressées, notamment les acteurs de la société civile, les acteurs des partis politiques, est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous écoutent? Je m'adresse aux Togolais. Je ne m'adresse pas aux organisations. Et je n'ai pas arrêté de le dire. Je ne m'adresse pas aux organisations. Je m'adresse aux Togolais. Parce que, à la fin de la journée, c'est le peuple togolais qui est souverain. C'est pour ça qu'il faut lui accorder toute la considération, tout le respect, et il faut être honnête avec ce peuple-là. Il ne faut pas manipuler le peuple, il ne faut pas tromper le peuple, et il ne faut pas faire comme si on voulait satisfaire les besoins des Togolais alors qu'on poursuit d'autres objectifs. Il y en a trop eu dans notre espace politique, il faut que cela change. C'est pour ça que les vertus qui ont manqué dans la lutte, il faut que les vertus d'engagement, d'honnêteté, de sincérité, il faut que les gens soient prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la majorité et non pas à défendre des intérêts égoïstes. On a trop défendu des intérêts égoïstes au Togo, il est temps que ça s'arrête. Vous parlez de l'opposition? Je parle non seulement de l'opposition, mais je parle également de ceux qui dirigent ce pays. Ils ont toujours été dans la défense des intérêts égoïstes contre le peuple togolais. Et on a vu des profils comme ça, aussi bien au sein du pouvoir que dans ceux qui contestent ce pouvoir-là. C'est pour ça que depuis 30 ans, nous sommes encore au point où nous en sommes aujourd'hui. C'est ça qui doit changer. La vérité, la sincérité, la loyauté à une cause. Tout ça, ça nous a manqué. Moi, c'est dans ce schéma que je m'inscris. C'est pour ça que je suis dans un discours, je suis dans un lien avec les Togolais qui est pur. Parce que c'est sincère. Je fais les choses avec mes tripes, avec mon cœur. Parce que je veux que demain, les Togolais vivent dans un monde meilleur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous allons encore parler d'élections, puisqu'on sait très bien que si tout se passe bien l'année prochaine, les Togolais doivent retourner aux urnes pour les élections municipales. À vous écouter, à écouter un certain nombre d'acteurs politiques, on a l'impression que l'année prochaine, dans les centres de vote, il n'y aura presque personne. Mais les Togolais apprécieront, comme ils ont apprécié cette fois-ci. Mais vous savez, les Togolais sont la jeunesse togolaise. Elle se sent aujourd'hui trahie par les dirigeants de ce pays. Parce que leurs parents et leurs grands-parents leur ont légué un bien qui est le fruit de la lutte qui a été menée depuis les années 90, depuis plus de 30 ans de lutte. Les acquis de cette lutte-là sont des legs, sont un héritage pour la jeunesse. Les dirigeants de ce pays, ils ont retiré tous ces acquis les uns après les autres. Le seul qui restait, c'est-à-dire la prérogative du peuple togolais à choisir le dirigeant du pays, c'était la seule chose qui restait aux Togolais. On vient, avec cette nouvelle constitution, on vient de retirer ce droit aux Togolais. Les Togolais n'ont plus le droit de choisir le président de la République. Ça, c'est un coup de massue qu'on a asséné sur la tête des Togolais, sur la tête de la jeunesse togolaise. Le dirigeant du pays, dans les dispositions aujourd'hui de leur constitution, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle des Togolais, c'est leur constitution, parce qu'ils l'ont fait pour eux-mêmes, pour permettre à M. Faure Gnassingbé de rester au pouvoir indéfiniment sans plus jamais être élu, sans jamais participer à une élection. Il ne sera plus jamais candidat à quoi que ce soit. Ce sont ses amis du parti qui vont désigner celui qui va diriger le pays. Mais nous sommes dans un royaume ou nous sommes dans une république. Nous sommes dans un royaume ou nous sommes dans une démocratie. Vous voyez?
Eh bien, c'est ça, ce qu'on impose à la jeunesse togolaise. Et la jeunesse togolaise, elle n'est pas stupide. Elle n'est pas bête, la jeunesse togolaise. Ce n'est pas des moutons, les Togolais. Ils ne peuvent pas accepter ça. Quand vous parlez de la suppression des élections ou de l'élection présidentielle comme étant l'une des dernières ou la dernière prérogative du peuple togolais à lui être retirée, l'accès aux médias n'est pas retiré quand même, ou les expressions sur les médias. Les Togolais continuent pas à s'exprimer. La preuve, vous êtes ici. Oui, mais quand les jeunes s'expriment sur TikTok, on les met en prison. Parce qu'ils expriment, ils sont en âge de voter, ces jeunes-là. Ils sont en âge de voter, à 18 ans. Donc, ils ont le droit, en tant que citoyens, de critiquer ce qui se passe. Pourquoi on les jette en prison? Non, mais est-ce que vous comparez, par exemple, ce qui se passe sur les TikTok ou sur les réseaux sociaux à l'accès à un média traditionnel? Mais ce sont des voies d'expression. Ce ne sont que des voies d'expression. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit dans ce joli studio que vous avez. Ce sont les expressions, c'est la liberté de s'exprimer. Selon vous, dans ce cas-là, par exemple, sur les réseaux sociaux notamment, on peut tout se permettre alors? Mais moi, je n'ai jamais dit ça. Pourquoi vous posez cette question? Non, mais en fait, moi, je veux savoir. Non, je n'ai jamais dit ça. La question que vous devez me poser, c'est de savoir si ce que les jeunes disent sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vaut qu'on les jette en prison? C'est ça la vraie question. Mais maintenant, je vous la pose. Si ça vaut qu'on les jette en prison? Oui. Mais non, mais non. Ces enfants n'auraient pas de place en prison. Pas pour ce qu'ils ont dit. Est-ce que maintenant, vous pensez que, par exemple, si nous invitons ces jeunes dans ce studio, vous pensez que ce qu'ils ont dit, ils le diraient de la même façon? C'est pourquoi je voulais faire la démarcation entre ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ce qui se dit dans les médias. C'est pour la façon qu'il faut les jeter en prison? Non, oui, en fait, on a constaté que... Oui ou non? Mais on a constaté qu'ils ont été jetés en prison. Oui, ben justement. La question, c'est pourquoi on les a jetés en prison. C'est ça la vraie question. Pourquoi on les a jetés en prison? Moi, je ne trouve aucune raison. Moi, j'ai écouté à plusieurs reprises ce que ces jeunes ont dit. À plusieurs reprises. Il nous reste 5 minutes pour que les auditeurs commencent par intervenir dans l'émission. Mais vous avez dit à propos de la nouvelle constitution que leur constitution, c'est ce que vous avez dit. Depuis ce matin, je réfléchis, je dis en réalité, je ne savais pas que vous allez utiliser allez dire la chose de cette façon-là. On a l'impression justement qu'un certain nombre de Togolais ne veulent pas se retrouver, ne sont pas d'accord avec la nouvelle constitution, cette constitution qui a été promulguée. La question, c'est de savoir l'avenir va se passer comment. Vous, par exemple, un certain nombre de Togolais, vous allez vous retrouver avec la constitution de la 4e République, rester dans une république peut-être virtuelle, je ne sais pas, et que les officiels, l'État togolais, soient dans la 5e République. Comment ça va se passer? Vous savez, en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, le gouvernement de Peter Botha a cherché à imposer aux Sud-Africains de parler la langue afrikaner. Et les Sud-Africains se sont opposés vigoureusement à cela. Cela a engendré des massacres. Le fameux massacre de Soweto. Cela a conduit des gens en prison. Mais le peuple sud-africain s'est dressé contre cette décision politique, légale. Eh bien, au bout de la chaîne, ça a été retiré. Aujourd'hui, les Sud-Africains sont dans un état de droit. C'est ce que les Togolais, c'est ce dans quoi les Togolais aussi sont engagés, la résistance. Parce que c'est la résistance, et uniquement la résistance, qui fera enlever cette constitution qu'ils cherchent à nous imposer par la force. C'est uniquement un résistant, et il y a plusieurs manières de résister. Et les Togolais vont y arriver. Ce n'est pas simplement leur donner l'occasion de taper les gens dans la rue ou de tirer sur les gens dans la rue. Il y a 1001 façons de résister à des lois qui ne sont pas respectueuses de la volonté populaire. Et je suis convaincu qu'un jour viendra, leur constitution ne sera plus en vigueur, d'une façon ou d'une autre. C'est une question de temps, et c'est inéluctable. Vous n'avez pas l'impression que les Togolais sont résignés? Les Togolais, vous savez, aucun peuple n'accepte d'être soumis par la force à des situations inacceptables. Aucun peuple ne l'accepte. Un jour ou un autre, les gens finissent toujours par se révolter. Parce que c'est la seule option qu'on leur impose. Quand on ferme toutes les voies
je dirais, consensuel de changement. Quand on empêche que la volonté populaire de la grande majorité puisse s'exprimer, ben, un beau jour, les gens se révoltent. C'est ce qui a été fait pendant la période de l'esclavage. C'est ce qui a été fait pendant la période de la colonisation. Ce que nos aïeux ont subi à l'époque, eh bien, c'était aussi atroce. Et pourtant, même si ça a pris des siècles et des siècles, ben, on a fini par avoir le dessus. Idem pour la colonisation. Quand nos grands-mères et nos grands-pères se battaient contre le colon, l'administration coloniale, mais c'était horrible. On coupait des mains, on coupait des têtes. D'accord? Mais ils n'ont jamais baissé les bras. C'est ça qui nous fait aujourd'hui dire que nous avons un pays qui a un hymne, la terre de nos aïeux, qui a un drapeau et qui a un territoire. C'est cette lutte-là de nos grands-mères et de nos grands-pères de Saint-Cassé à Lomé. Est-ce que cette comparaison que vous faites n'est pas un peu exagérée? En quoi est-ce que c'est exagéré? Mais vous avez dit tantôt qu'on coupait les mains ou on coupait les bras. Oui. Mais je n'ai pas vu. On coupe encore les bras au Togolais? On jette les gens en prison. Et il y a eu plus de 500 morts en 2005. Il y a eu plus de 500 morts, si ce n'est pas un millier, en 2005. Ne l'oubliez pas. Nous sommes en 2024 là. Oui, mais... Non, mais nous sommes en 2024. Oui, mais ça n'efface pas la douleur des gens, ceux qui ont perdu des gens depuis 2005 à aujourd'hui. Et nous avons continué à avoir des victimes tout au long de ces 20 ans, ces 20 dernières années. On continue d'avoir des victimes. Donc, ne faites pas comme si ça n'était rien. Ce n'est pas parce qu'on ne coupe plus les mains que la douleur n'est pas la même. C'est pour ça qu'aujourd'hui... C'est pour ça, excusez-moi, oui. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, les Togolais sont révoltés. Les Togolais sont en colère, profondément en colère. Et quand un peuple est dans cet état-là... Mais comment vous mesurez tout ça? Mais parce que... Quand vous dites qu'ils sont en colère, quand vous dites qu'ils sont révoltés, je sais pas, comment est-ce que vous le sentez? Comment est-ce que vous le mesurez? Mais parce que c'est ce qui on ressent dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que les jeunes n'hésitent plus à parler. C'est pour ça que les femmes au marché, quand elles sont dans l'eau jusqu'à la hanche, elles n'hésitent plus à parler, à interpeller le chef de l'État en personne. Vous allez au marché à Naoulato, mais c'est la catastrophe. Vous allez au marché à Palimé, c'est la catastrophe. Vous allez à Goassieye, c'est la catastrophe. Partout, c'est la catastrophe. Et les gens se plaignent partout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller faire des sondages pour savoir l'état des gens. Les gens sont dans l'anxiété, les gens sont dans la misère. Ils se sentent abandonnés de leurs dirigeants parce qu'on n'apporte pas de solution à leurs problèmes. Nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission puisque nous venons de faire 45 minutes avec vous, Nathaniel Olympieux. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. C'est une tradition. Porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. Ah, par exemple, ça, je ne savais pas trop. Touche pas à ma Constitution. Vous avez organisé quelques manifestations là. Maintenant, vous le savez. Oui, vous avez organisé quelques manifestations qui n'ont pas mobilisé beaucoup de gens. C'est ce qui est rapporté. Le parti, le Front Touche pas à ma Constitution n'a jamais organisé de manifestation. Jamais. Donc ce que vous dites est erroné. Donc vous avez participé à des manifestations? Le Front Touche pas à ma Constitution n'a jamais participé à une manifestation. Ce que vous dites est erroné. Je tiens à le corriger. Ok. J'espère que vous organiserez prochainement des manifestations. Eh bien, nous travaillons à cela, oui. Et vous allez voir quand ça va se faire. Ce sont les Togolais que vous allez voir. Parce que ceux qui parlent des constitutions, qui ont organisé les dernières manifestations, visiblement, n'ont pas pu mobiliser du monde. Invitez les gens, vous leur poserez la question. Okay. Moi, ce que je constate, c'est que les Togolais sont aujourd'hui dans l'attente de propositions, de voies de sortie qui répondent à leurs aspirations. Et nous devons nous préparer. Nous devons sortir du schéma de faire des manifestations pour faire des manifestations. Nous devons sortir du schéma de faire des manifestations qui rassemblent beaucoup de monde et qui ne donnent pas les résultats attendus. Nous devons sortir du schéma où les gens se sacrifient, les Togolais se sacrifient. Et qu'à la fin de la journée, ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils attendaient, nous devons être en mesure désormais, je dis bien désormais, que quand nous demandons aux Togolais de sortir et de manifester, il faut que
nous soyons en mesure de conduire cette force-là à un résultat. C'est ça ce que les Togolais attendent. Bien, merci. Les auditeurs peuvent maintenant participer à l'émission comme c'est de tradition, 70 43 09 70 96 50 34 37. Romaric Feitas, c'est lui qui a la technique, et il me fait signe qu'il y a un auditeur. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Romaric. Oui, Pelé, allez-y. Ouais, excellent, bonjour. Bonjour. Ok, bon, je pense que vous venez de faire encore le long métrage. Bon, ce que je voudrais dire encore, ne touche pas ma constitution. La constitution est déjà touchée. Ce n'est pas qu'on veut la toucher. Elle a déjà touché. Et on parle de la 5e. Bon, la question que je voudrais poser, est-ce que le Togolais ne doit pas, qu'on ne voyait pas venir cette constitution touchée et que c'est quand on la touche qu'on va se lever. Tout à l'heure, ce que moi je voudrais dire, ce n'est plus question, parce qu'on parle de siéger à l'Assemblée ou bien de ne pas siéger. On a compris maintenant qu'après ces élections, l'opposition ne veut pas être ensemble pour faire ce combat. C'est ce qu'on a constaté. Si le RPT Unir a réduit les 108 ou bien les 150 partis politiques qu'on parle souvent au Togo à 4 partis politiques, et assez multiples, à voir le président Jean-Pierre Fabre, le président Maître Apévo, le président professeur Gougué et Mme Adjamago, et que je voulais demander à notre invité ici, aux yeux de ces deux et ces 4 leaders, si vous tenez devant eux, quel discours vous allez leur dire d'être ensemble pour faire ce combat? Quel discours? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quand ils ne sont pas ensemble, il y a certains qui sont à l'hémicycle, il y a certains qui ne sont pas à l'hémicycle. Quel discours vous allez leur dire? Merci. Bien, merci. PD, la question c'est véritablement sur la deuxième partie, puisque je ne sais pas si vous voulez réagir à la première partie de la question sur le non touche pas à ma constitution qui est déjà touché. Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'action qui peut être portée par un groupe de personnes, par les Togolais, eh bien, ne se résume pas uniquement aux noms qui se sont donnés pour porter leur action. D'accord? Ce que les Togolais recherchent, ce n'est pas uniquement une question de constitution en réalité. Ce que les Togolais recherchent, c'est ce que nous avons dit tout au long de cette émission. C'est l'état de droit, c'est la justice, c'est le respect des libertés, de la dignité des Togolais. C'est à ça que les Togolais aspirent. Donc oui, nous avons mis les projecteurs sur l'aberration du changement de constitution parce que c'est symptomatique de la dégradation de la gouvernance de ce pays. C'est pour ça que nous avons mis le focus sur ça. Mais ce que les Togolais recherchent, et c'est ce pourquoi nous nous battons, c'est que leurs droits soient respectés dans un état de droit. Bien, merci. Deuxième partie de la question, si vous vous retrouvez devant les leaders, les autres, là, les 4, que leur direz-vous? Ben, ce que j'ai toujours dit, j'ai toujours fait le porte-à-porte entre tous les leaders de l'opposition, absolument tous, parce que je parle avec tout le monde, parce que je n'ai de problème avec personne. Personne. Et nous parlons, mais nous n'avons pas toujours la même lecture des choses. Pour la simple raison que j'ai toujours refusé d'aller aux élections, d'autres vont aux élections. D'accord? Donc, on n'a pas la même lecture de certaines choses. Et les voies à emprunter ne sont pas toujours les mêmes également. Donc, on ne peut pas imposer que des gens qui ont des lectures différentes des choses travaillent ensemble. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Bien, merci. Deuxième auditeur, allô? Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ah, il y a la pluie ici aussi. Bah, il pleut chez vous? Oui, oui. Mais vous êtes dans quel quartier? Vous êtes à Legbasito? Oui, oui. Est-ce que c'est une grande pluie? Pardon? La pluie, là. Est-ce qu'elle est grande? Non, pas trop grande. Puisque notre prière, c'est qu'elle ne soit pas grande. On sait très bien que plusieurs quartiers souffrent déjà, que s'il doit y avoir une nouvelle pluie, que cette pluie-là ne soit pas assez forte pour compliquer la situation aux populations déjà fragilisées par ce qui se passe. Donc, allez-y, on vous écoute. Ok, je salue M. Nathanaël Olivio. Bonjour. Je lui adresse toutes
mes admirations pour son développement au cours des 45 minutes là. Mais j'ai quelques préoccupations. Je voudrais savoir si c'est nous, Togolais, qui ne savons pas porter un message envers nos partenaires, ou bien on le fait et qu'on a acheté le silence de ces derniers. Je veux dire, voilà une constitution, on tombe dedans et on change, et on n'en a même pas le droit. Et personne ne dit quelque chose. Aucune communauté internationale n'a approché. Voilà une élection qu'on a organisée, on s'est accaparé de tout. Personne ne dit quelque chose, on a vu comment est-ce que les choses se sont déroulées. C'est nous qui ne portons pas bien un message envers ses partenaires, ou bien c'est un silence qu'on a acheté auprès d'eux. C'est ma préoccupation. Merci. Bien, merci pour votre intervention. On va voir la réaction de notre invité. D'abord, ce que je dirais, c'est que il revient aux Togolais de se battre pour leurs aspirations. Et tout ce qui peut venir de l'extérieur ne peut être qu'un complément. Et d'ailleurs, le silence que nous observons de la part de la CEDEAO, le silence que nous observons de la part de la communauté internationale, le silence que nous observons de la part de l'Union africaine, eh bien, tout cela nous interpelle et nous montre que c'est à nous de faire le job, c'est à nous de faire le travail, et pas quelqu'un d'autre à notre place. Est-ce que ces différentes institutions n'ont pas déjà parlé? Puisqu'on a des gens à Lomé, par exemple, des observateurs pour les élections, est-ce que ce n'est pas une manière de parler? Oui, c'est une manière non seulement de parler, mais de cautionner la forfaiture qui est opérée. Et c'est ça le drame de la CEDEAO. C'est pour ça que la CEDEAO traverse toutes les difficultés en ce moment avec des pays qui sortent de la CEDEAO et qui reprochent à la CEDEAO son fonctionnement et les positions qui sont prises. La CEDEAO est en train de perdre sa crédibilité. Et je pense que le cas du Togo est une opportunité pour la CEDEAO de montrer qu'elle peut fonctionner différemment au bénéfice des peuples. Mais visiblement, elle n'est pas en train de prendre ce chemin-là. Pour vous, est-ce que par exemple la CEDEAO, c'est désormais le passé, que l'avenir éventuellement, c'est l'AES? Je pense que ce n'est pas fini pour la CEDEAO. Mais le challenge et les difficultés de la CEDEAO sont énormes. Et je pense que ce qui est en train de se passer avec la sortie des 3 pays, Burkina, Mali et Niger de la CEDEAO, ça doit être un électrochoc pour les 12 autres pays qui sont là. Mais est-ce que le sursaut est possible? Est-ce que dans l'état actuel des dirigeants de la CEDEAO, est-ce que ce sursaut est possible? C'est ça la question. Bien, merci pour la question. On va retourner au téléphone pour la question des auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, c'est Pierre? Pierre. De Vaughan? Oui. Il pleut chez vous aussi? Oui. Il pleut actuellement? Non, bon, ce n'est pas une grande pluie, hein, c'est une petite pluie. Bien, merci. C'est notre prière en réalité. Allez-y. Oui, bon, moi, j'aimerais interpeller Notre ami Pierre depuis Vaughan, j'espère que... Bon, il reviendra puisque la ligne a été coupée. J'espère qu'on reprendra Pierre dans un instant. Est-ce que nous avons un autre auditeur derrière Pierre? Pas encore. Donc Pierre peut nous rappeler d'autres auditeurs qui sont à Lomé ou à l'intérieur du pays. Ceux qui également nous regardent, notamment sur les réseaux sociaux, peuvent nous laisser leurs commentaires. J'en ai quelques-uns que je ferai le plaisir de partager avec notre invité. Je rappelle les 2 numéros, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Le temps qu'on me signale qu'il y a une manifestation au téléphone, je voudrais qu'on... Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nathanaël. Quel est votre nom? Oui, c'est Dominique. Dominique, allez-y. Oui, je tiens vraiment à féliciter l'invité. Bon, c'est quelqu'un vraiment qui me plaît dans sa façon
de s'exprimer et de faire l'analyse des choses. Et vraiment, si tout le monde pouvait comprendre la politique de cette façon, je pense que nous ne serions pas dans cet état jusqu'à présent. Et puis, bon, Monsieur Pierrot, vous avez parlé d'un livre publié par l'invité. Je ne sais pas si ce livre peut être disponible à tout le monde, puisque bon, si à la fin l'invité peut donner des indications où on peut trouver ce livre, je pense que ce serait vraiment du bien. Merci Dominique. Nous profitons en même temps pour lui poser la question à propos de ce livre, puisque je l'avais mentionné en début d'émission. Quel est le titre du livre? Bonjour Dominique. Le titre de ce livre, c'est Quel avenir pour la France en Afrique? Et le sous-titre, c'est Jeunesse africaine en ébullition. Le livre sera très prochainement disponible. Les dispositions sont en train d'être prises pour rendre le livre disponible et nous aurons l'occasion d'échanger autour de ce livre le moment venu. La jeunesse africaine au cœur de votre ouvrage qui sera bientôt disponible à Lomé notamment. Nous allons parler de ce sommet-là et qui vient de s'achever du côté de la Corée du Sud, à Séoul, la capitale. Ce sommet qui a rassemblé plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains autour des dirigeants sud-coréens. C'est la première fois que ce pays organise ce type de sommet. Une première réaction? Oui, c'est le dernier des sommets, parce qu'il y a une longue liste de gens qui frappent à la porte de l'Afrique. Le Brésil le fait, la Turquie aussi le fait maintenant, l'Arabie Saoudite, et voilà, toutes les grandes puissances le font. Les seuls qui ne le font pas, ce sont les Africains eux-mêmes. Et je pense que l'exemple de la Corée doit provoquer un électrochoc pour l'ensemble du continent. Parce que tout le monde sait que dans les années 60, la Corée du Sud, eh bien, son niveau de développement, son niveau de vie était en deçà de celui des pays africains au moment où on accédait aux indépendances. Les pays africains avaient un niveau de développement supérieur à la Corée du Sud. Aujourd'hui, c'est ce pays, la Corée du Sud, qui a les capacités, eh bien, d'inviter l'ensemble des pays, les 54 pays du continent africain. Et tout le monde se presse. C'est quoi le secret? Le secret, c'est que les dirigeants de ce pays ont eu une vision pour le pays. Et en une décennie, en 2 décennies, en 3 décennies, en 6 décennies, ils se sont mis dans la capacité de s'adresser en tant que seul pays à 54 pays africains. Ben, ce que les dirigeants africains n'ont pas fait pour leur pays. Toute la différence est là. Alors que nos pays sont immensément riches. Je ne parle pas uniquement de la richesse, des richesses naturelles, minières. Je parle de la richesse humaine, des compétences qu'il y a sur le continent. Ce qui a manqué au continent depuis ces 6 dernières décennies, c'est le leadership. C'est des dirigeants qui ont une vision et qui organisent la nation pour que la nation produise le meilleur possible. Il est temps que nous nous inspirions de cette expérience-là, de ces pays, de la Corée du Sud, de Taïwan, Hong Kong, Singapour. Tous ces pays, eh bien, n'étaient pas mieux lotis que les pays africains. Alors que nous nous sommes enfermés dans des considérations politiciennes, des luttes de pouvoir n'en plus finir, et résultat des courses, ben, c'est un pays qui aujourd'hui vient nous proposer de nous aider à nous développer et de mettre de l'argent à notre disposition. Ce n'est pas acceptable. On reviendra dans un instant sur ce sommet. Nous retenons au téléphone. Allô? Oui, Basile. Je disais que si ce n'est pas nous qui ne portons pas bien
Parce que dans le Mali, le Burkina et le Niger ont perpétré ces coups d'État militaires, tout le monde a été vent debout. Je veux parler de la CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine. Là, maintenant, nous, on vient de perpétrer un coup d'État constitutionnel. Il n'y a pas un autre mot pour désigner ce qui est fait là-bas. Parce que l'acte septième des députés ne peut pas changer la constitution du Togo. Ce qui m'étonne, c'est les journalistes qui viennent sur les radios, ils disent que ceci, cela, on est en septième république, l'opposition est en train de mourir, comme ils ne veulent pas nous sur le bas. Qu'est-ce qu'on va faire finalement? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut perpétrer un coup d'État et tout le monde va soutenir ça, venir nager les gens sur les militaires? C'est ce que moi je ne comprends pas. Finalement, Basile, allô Basile. Oui. Oui, vous nous avez parlé du silence de la communauté internationale. Là, par exemple, vous dénoncez la prise de position de certains journalistes. Et au final, quelle est votre question? Ma question, est-ce que c'est une fatalité d'être togolais? Bien, merci. Merci, Basile, de nous écouter depuis le mai. Et nous saluons Richard, qui nous suit depuis le Danemark et qui voudrait bien intervenir dans le courant de cette émission. S'il peut appeler sur les numéros que je viens de lui envoyer, il peut le faire ou nous laisser carrément un commentaire ou une question que je ferai le plaisir d'adresser à notre invité, Nathaniel Olipio. Il parle de fatalité pour ce qui concerne le Togo. Est-ce que c'est une fatalité? Puisque ça, on l'entend aussi souvent. Oui, il parle de fatalité et ce n'est pas du tout une fatalité, bien sûr. Il dit également que l'opposition est en train de mourir. Et, en fait... Alors, il dit que certains disent. Oui, certains disent. Vous l'avez aussi dit. Oui, je vous ai posé la question. Oui, c'est pour ça que je reviens sur ce point. En fait, ce qui disparaît, c'est une certaine façon de mener la lutte. C'est une manière de conduire la lutte qui atteint la fin d'un cycle. Ça atteint la fin d'un cycle parce que, eh bien, la plupart de tous ceux qui ont mené cette lutte de cette façon-là et qui sont encore acteurs aujourd'hui, que je salue pour leur engagement, pour leur sacrifice qu'ils ont fait pour le peuple togolais, eh bien, tous ces acteurs aujourd'hui se rendent compte qu'il faut changer d'approche. Eux tous, ils ont dit que, eh bien, la démarche électorale, voire électoraliste, n'est pas la solution. Ça, c'est une grande victoire pour l'ensemble des Togolais, parce que ça devient un nouveau point de départ pour organiser, pour structurer, pour se donner une vision de la lutte et pour la conduire différemment. Je pense que c'est ça qui incarne la nouvelle espérance. Et donc, quand on est dans cette nouvelle espérance, avec une vision, avec des objectifs, avec des moyens qu'on définit ensemble, eh bien, il n'y a plus lieu de s'inquiéter. Parce que c'est ça qui donnera l'efficacité. L'efficacité qui nous a toujours manqué. La détermination n'a jamais manqué. L'engagement n'a jamais manqué. Eh bien, il y a eu un excès de calcul, il y a eu un excès d'objectifs personnels, égoïstes. Il y a eu quelques excès, mais fondamentalement, les gens ont toujours été engagés dans cette lutte-là. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, et c'est ce que moi je défends, c'est simplement qu'on tienne compte de la réalité qui nous est imposée et qu'on s'organise de manière réaliste et en toute loyauté. Reparlons de ce sommet qui s'est tenu à Séoul avec la présence de dizaines de chefs d'État et de gouvernement aux côtés des dirigeants sud-coréens. La Corée du Sud qui a promis près de 10 milliards pour aider les Africains. Mais récemment, il y a un président africain, c'est Patrice Talon, qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'aide, que l'Afrique a besoin de partenariat. Mais au vu de ce que nous venons d'assister là, on peut se demander qui a raison et qui a tort, puisqu'on sait très bien que les sommets de ce genre ou les conférences de ce genre ont toujours existé depuis des décennies. Mais visiblement, l'Afrique ne semble pas décoller.
Oui, c'est pour ça que les propos du président Talon viennent à point nommé. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'aide tue l'Afrique. L'aide tue l'Afrique. Parce qu'il y a eu des milliards de dollars qui ont été injectés dans les économies africaines depuis 60 ans. Des milliards de dollars. Ça n'a pas aidé les pays africains à se développer. Parce que, eh bien, nous n'avons simplement pas les structures qu'il faut, les structures économiques, l'espace politique qu'il faut pour que cette manne financière produise des résultats. C'est pour ça, oui, le président Talon a juste raison. On va arrêter. C'est auditeur, allô? Allô? Cet auditeur n'a pas le retour. Allô, il y a un autre. Allô, bonjour. Oui, oui, Pierre, vous nous parlez au moment où vous avez été coupé. Vous nous appelez depuis Vaughan. Oui, Vaughan. Allez-y. Moi, j'aimerais seulement interpeller ce que je voulais. Parce que lorsqu'on parle de l'opposition, ce n'est pas les leaders, c'est le peuple qui est l'opposition. C'est le peuple qu'on attribue. Donc, si on demande, les leaders demandent au peuple de ne veut pas dire que les doigts qui sont à la maison pour dire que non, moi, j'ai des enfants à la maison, je n'ai pas encore mangé ce matin, qui se taisent. Alors, nous allons rester dans cette situation. Donc, il faudrait que ce mobilise. C'est le peuple qui est l'opposition et non les leaders. Je vous remercie. Dominique, je peux vous poser une question? Allô? Oui, je peux vous poser une question? Non, je n'ai pas de question. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Oui, puisque vous parlez du peuple qui est martyrisé, on a vu les dernières élections, on a vu les images, on a vu les photos, on a vu les vidéos, on a vu une forte mobilisation autour du parti au pouvoir. Ces images viennent d'où? Est-ce que ce n'est pas le peuple togolais aussi qui, quelque part, manifestait son soutien au parti au pouvoir? C'est pour ça que vous voyez les élections, ils ont fait des bourrages, ils viennent ici à Bouban. Les gens en sont venus au maire. Les gens dans le lieu de l'unir en sont venus au maire, alors que le droit de représenter l'unir d'Ambo en 2018. Ils se sont pensés que la gendarmerie qui est les séparer. Parce que c'est le peuple, alors pourquoi brûler encore les yeux? S'ils sont occupés, pourquoi encore brûler les yeux? Mais c'est là toute la question, puisque vous parlez de... Mais maintenant, même ceux qui, ici, éventuellement, on a bourré les unes, est-ce que ce n'est pas une partie du peuple aussi qui a participé au bourrage? Ils sont minoritaires. Ok, on va écouter notre invité, Pierre. Merci d'avoir appelé depuis Vaughan. Mais Pierre, vous avez tellement raison de dire ce que vous venez d'exprimer, parce que pour ce régime, c'est une honte. Et tous les dirigeants de ce pays devraient avoir honte. Ils devraient avoir honte parce que pendant la période électorale, ils mettent des publicités de leur parti sur des bols de riz, sur des sacs de riz, sur des chaussures, sur du gari. Parce que c'est avec ça qu'ils vont acheter les consciences. C'est malheureux pour nous, Togolais. C'est malheureux qu'un régime qui est en place depuis une soixantaine d'années soit réduit à faire ce type de gadgets, ce type de campagne basée sur la faim, ce type de campagne basée sur la pauvreté des gens. Mais est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit? Mais ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit par la loi, ce n'est pas parce qu'eux, ils ne l'ont pas mis dans la loi comme une interdiction qu'il faut le faire. C'est une insulte pour les Togolais. Même quand vous allez à l'extérieur, les gens se posent des questions. On achète les Togolais avec des sacs de riz, de gari, des chaussures, de l'alcool, du champagne, à l'effigie du grand timonier. Vous voyez, quand on traite un peuple de cette façon, c'est qu'on le piétine, c'est qu'on l'humilie. Et vous ne pouvez pas dire que c'est le peuple qui soutient et qui fait le bourrage. Non, ce sont quelques individus qui sont cooptés et qui ont des bénéfices personnels dans cette situation qui finalement maintient la grande majorité dans une précarité inacceptable. Mais il y a une question aussi, également, tout ce que vous venez de dire, le gari, le champagne, je ne sais quoi encore, à l'effigie du parti au pouvoir, ces gadgets qui ont été déversés ont été acceptés. Ils n'ont pas été rejetés. Mais vous savez,
quand vous faites tout pour maintenir les gens dans des conditions de subsistance, de survie, et que derrière vous venez leur tendre le peu dont ils ont besoin pour un repas, et que vous mettez à mal leur dignité, c'est vous qui devez avoir honte. Ce n'est pas la personne qui est acculée, le ventre brûlant, quand vous avez connu ce qu'est la faim, quand vous avez connu ce qu'est ne pas être en mesure de manger, eh bien, on peut comprendre que parfois, les gens soient obligés d'accepter cela. On ne peut pas exiger de tout le monde d'être capable de rejeter un plat de survie. Reparlons de ce sommet qui s'est tenu à Séoul. Nous avions dit tantôt que le président du Bénin, lui, il pense que l'Afrique n'a pas besoin d'aide, mais plutôt de partenariat. Ce que vous avez soutenu d'ailleurs, et qu'on sait qu'un économiste comme le président Alassane Ouattara devrait le savoir aussi. Et il était présent à Séoul. Vous savez, tous les pays du monde ont besoin d'argent pour se développer. Et les pays africains ont également besoin d'argent pour se développer. Ce n'est en soi pas la préoccupation. Le vrai problème, c'est que on en soit encore dans ce concept d'aide. C'est ça qu'il faut bannir. Le concept d'aide, il faut le bannir. Nous pouvons aller chercher de l'argent sur les marchés financiers, dans l'épargne des Togolais. On peut aller chercher cet argent. Mais quand on est dans une démarche où les autres pensent qu'ils ont besoin d'aider des gens affamés, des gens plus faibles, etc., eh bien, nous serons toujours dans cette situation. C'est un peu comme nos pays ont passé 60 ans à lutter contre la pauvreté. On ne fait que lutter contre la pauvreté. Et le Togo est devenu champion pour sortir les gens de l'extrême pauvreté, pour les mettre dans la pauvreté. Et on applaudit. Non. Moi, je n'ai pas besoin qu'on sorte les gens de l'extrême pauvreté pour les installer dans la pauvreté. Je veux, pour mon pays, qu'on se batte pour la prospérité. À quel moment on va se battre pour la prospérité? C'est ça qui développe un pays. Donc, les objectifs sont différents. La manière de conduire l'économie est différente parce que la vision est différente. Moi, je ne veux pas m'inscrire dans une lutte contre la pauvreté. 150 ans, non. Les politiques publiques qu'on doit mettre en place doivent viser à rendre les gens dans une position qui leur permette économiquement d'être dans une certaine aisance. C'est-à-dire se nourrir correctement, se soigner correctement, éduquer les enfants comme il faut et avoir la possibilité de dépenser de l'argent pour la culture, pour les loisirs. C'est ça qu'on doit viser. Mais la lutte contre la pauvreté, ça suffit comme ça. Mais bien, merci. Je parlais tantôt de Richard, qui nous suit depuis le Danemark. Il a laissé un certain nombre de commentaires. Je vais partager certains de ses commentaires avec vous. Il dit quelque part que le peuple ne croit plus à personne. Et puis, il a ajouté, vous avez trop manipulé le peuple. Et puis, enfin, il dit, les mêmes systèmes de lutte depuis plus de 30 ans. Une réaction aux différentes réactions de notre ami. Oui, je pense que il a raison dans ce qu'il dit, sauf que on doit ajouter qu'aujourd'hui, tout le monde fait le même constat. Hier, c'était difficile parce que les avis étaient très divergents. Aujourd'hui, après ces élections catastrophiques, les plus catastrophiques qu'on ait jamais connues, ça a mis tout le monde d'accord. Peut-être qu'il fallait qu'on arrive à cette grossièreté électorale pour que, enfin, nous soyons d'accord. Oui, nous sommes d'accord parce qu'ils nous ont changé la Constitution, ça nous a mis d'accord. Parce qu'ils ont fait une élection catastrophique, ça nous a mis d'accord. Donc, le point de départ est aujourd'hui situé. C'est sur ce point d'accord où nous sommes tous sur la même longueur d'onde qu'il faut bâtir maintenant le nouvel élan, la nouvelle confiance, la nouvelle crédibilité. Oui, on a besoin de redevenir crédible aux yeux de la population. Je parle de nous les leaders, nous qui nous sommes donné une responsabilité de conduire la lutte. Nous devons regagner la confiance de nos concitoyens. Ça nous a manqué. C'est à ça que je travaille. Nous allons dire un mot de la structure Touche pas à ma constitution, et puis après nous parlerons des inondations, si nous avons encore le temps. À propos de cette structure, ça rassemble combien de personnes qui sont là-bas? Non, je pense que
depuis le 22 mars que nous avons commencé à nous mettre ensemble contre ce changement de constitution et que nous avons été gazés le 27 mars lorsque nous avions organisé une conférence de presse. Depuis lors, on n'a pas arrêté de travailler. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de conception de la lutte. Nous sommes en train de repartir sur les expériences, les 30 ans d'expérience que nous avons eues. Eh bien, nous avons fait une évaluation de tout cela et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place la manière dont la lutte doit être conduite. Ça prend du temps parce que c'est de la réflexion. Il faut prendre en compte toutes les considérations, ce que j'appelle les facteurs de réussite qui nous ont toujours manqué. Il faut les prendre en considération. Il faut présenter et proposer un projet qui se base sur une vision, sur des objectifs clairs. Demain, les choses changent dans le pays. Qu'est-ce que vous proposez aux Togolais? C'est ce que j'appelle le nouveau contrat social. Tout ça, ça nécessite du travail, ça nécessite de la conception, ça nécessite des réflexions. Et ce n'est pas en claquant les doigts que ça se fait. Il ne faut pas se jeter dans la précipitation pour dire « Ok, sortons, allons faire des manifestations ». Il ne s'agit pas de dire aux Togolais « Ça y est, on nous a encore triché aux élections, allons manifester ». Non, ça ne se limite plus à ça. Nous devons aller au-delà. C'est pour ça que le Front Touche pas ma Constitution aujourd'hui rassemble des partis politiques, rassemble des organisations de la société civile, rassemble des personnalités individuelles. Et si nous ne faisons pas aujourd'hui de publicité sur les gens qui sont en train de travailler ensemble, c'est parce que nous ne voulons plus être dans le schéma où on vient se montrer et puis on disparaît. Nous voulons, le jour où nous allons nous présenter au peuple togolais, nous allons lui proposer une offre politique, une nouvelle approche de contrat social. Où nous voulons aller? Dans quel Togo voulons-nous vivre? C'est la question à laquelle nous sommes en train de réfléchir. Et c'est ça qui va faire les propositions que nous allons soumettre aux Togolais. Ça viendra, soyez patients, nous y travaillons. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, ce sont beaucoup de Togolais qui se sont mis ensemble pour travailler et réfléchir sur ça. Avec les partis déjà connus, des personnalités connues, des associations de la société civile qui ont déjà travaillé ensemble et qui ont eu du mal à aller jusqu'au bout, par exemple, de leurs ambitions. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, très structuré dans ma tête. Et je ne fais pas les choses au hasard. Ce que je propose, et avec tous les amis avec lesquels nous travaillons, ce que nous sommes en train de construire, c'est une démarche construite, rationnelle, qui va dire aux Togolais, voici ce que nous sommes en train de poursuivre. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, vous nous soutenez. Dans la transparence et dans la loyauté et la sincérité. Je ne suis pas avec tous ceux avec lesquels nous travaillons ensemble. Nous avons décidé de travailler ensemble et nous portons cette initiative ensemble. Eh bien, nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous ne poursuivons aucun poste électif. Je ne poursuis pas une place de député. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les choses changent dans ce pays et que le Togolais vive décemment. C'est ça ce qui me prend les tripes chaque matin quand je me lève. Est-ce que cette initiative-là, par exemple, sincèrement, est-ce qu'elle n'arrive pas trop tard, puisqu'on sait très bien que cette constitution, la nouvelle, a été votée, promulguée, et que beaucoup pensent qu'ils sont, ou beaucoup sont déjà dans cette 5e République? Mais je viens de vous le dire, la constitution n'est pas une fin en soi. Ce dont les Togolais ont besoin, c'est leur vie quotidienne. Il faut que ça change dans le quotidien des Togolais. Donc avec la constitution, c'est un socle. C'est juste une base juridique pour qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses. C'est ça la constitution. Mais, vous savez, même la constitution de 92, que nous avons votée à 98% des Togolais, elle était là. Et pourtant, ils l'ont piétinée. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont maltraité les Togolais. Ils ont emprisonné, jeté les Togolais en exil. Donc, la constitution, ce n'est pas ça la fin. C'est une étape. C'est un instrument dont on a besoin et sur lequel on doit être tous d'accord pour pouvoir aller de l'avant. Dans ma compréhension, c'est un peu comme si le combat, c'est qu'au final, cette constitution soit abandonnée à la nouvelle. Vous savez, l'objectif déjà, le point de passage, c'est que cette constitution ne perdure pas en place, même si c'est promulgué, et que ça entre en vigueur. Eh bien, il faut qu'on balaye cette constitution-là. Il faut qu'on la change. D'une façon ou d'une autre, il faut qu'on la change. Ensuite, eh bien, les Togolais vont construire
le pays dans lequel ils veulent vivre. Parce que les Togolais, on doit leur donner la possibilité de répondre à la question ensemble, dans quel Togo voulons-nous vivre? C'est ça, je le martèle, je le dis depuis des années, mais nous ne pouvons pas en faire l'économie. Bien, merci. Nous allons finir cette émission sur cette actualité qui elle est devenue l'actualité phare du pays, hormis les questions politiques. C'est les inondations, puisque chacun vit quelque part et chacun fait l'expérience de ces pluies qui sont parfois accompagnées des vents très violents. Vous habitez où? Quel quartier? Moi, j'habite à Avepozo. Et je peux vous dire que quand je passe dans les rues de Tokon Badago, quand je passe dans les rues de Agoué, quand je passe dans les rues de Ben ou dans les rues de Agbalepedo, je me crois à Ganvier au Bénin. On est tous devenus des zones de cité lacustre. Mais pas quand même Ganvier. Mais vous avez vu, mais pas Ganvier quand même. Mais vous avez vu, monsieur Atiobe, excusez-moi, monsieur Atiobe, c'est très sérieux ce sujet. Et je ne ris pas. Ganvier, on sait là-bas que c'est une cité lacustre. Monsieur Ganvier, monsieur Atiobe, excusez-moi. Monsieur Ganvier. Monsieur Atiobe, c'est très sérieux ce sujet-là. Quand les gens se retrouvent dans leur chambre et qui sont obligés de patauger dans l'eau, quand les gens se retrouvent sur leur lieu de travail, au marché, et qu'ils ont l'eau jusqu'à la hanche, là où on vend nos nourritures, aucun quartier de Lomé n'est épargné. J'ai vu la sortie très maladroite du gouvernement qui a tenté d'imputer cette situation au changement climatique. Mais c'est une honte d'avoir osé sortir cet argument-là. Parce que on a bien constaté, et eux-mêmes ils en ont fait référence dans leur communiqué, que les rétentions d'eau qu'ils ont construites sont des causes qui aggravent la situation que nous vivons. Le travail a été mal fait, on a mis les Togolais en danger par une mauvaise gouvernance. Ensuite, ils ont dit que les gens ont construit dans les zones inondables et sans permis de construire. Mais il y a des dirigeants de ce pays qui vivent aujourd'hui le pied dans l'eau. Eux aussi, ils ont construit dans les zones inondables. Ils ont eu des permis de construire ou pas? Ce sont des interrogations. Je pense que après avoir vécu et de continuer à vivre les problèmes d'électricité que nous avons connus ces derniers temps, et qu'on n'en est pas encore sorti, on se retrouve encore dans des problèmes de vie quotidienne. Je ne parle pas de situations exceptionnelles, de problèmes de vie quotidienne, où les gens sont dans le désespoir, le désarroi, désemparés, ils ne savent pas où vivre. Et je n'ai pas vu au Togo le gouvernement prendre des mesures pour soutenir ces gens-là. La seule chose qu'on leur dit, c'est soyez vigilants. Mais quelle vigilance ils vont avoir? Quelle vigilance on attend des Togolais contre les inondations? Alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait leur travail de prévention. C'est chaque année que ça se produit. Ils n'ont pas fait leur travail pour mettre les Togolais à l'abri. Ils ont mis la vie des Togolais en danger. Ce régime est un danger pour les Togolais. Quand vous parlez des initiatives, par exemple, on a lu ce matin que des initiatives sont en cours pour que un certain nombre de ces bassins soient curés. C'est, je crois, aussi une initiative. Et oui, même si elle arrive relativement en pleine saison de pluie. Oui, elle arrive tard. Il y a déjà eu des dégâts, il y a eu déjà des détresses, il y a eu des gens qui ne savent plus quoi manger, où vivre. Ils sont jetés dehors avec femmes et enfants. Oui, il y a une question là. On sait, quand le gouvernement fait allusion au dérèglement climatique, c'est une réalité que plusieurs pays dans le monde sont touchés, notamment en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que le gouvernement du Togo, puisque ça qui nous concerne, le gouvernement du Togo peut mieux faire face à la situation? Mais vous savez, quand vous avez un pays où la corruption est érigée en règle de gouvernance, comment pouvez-vous espérer que les choses soient bien faites dans le pays? On a injecté des milliards dans ces questions de rétention d'eau. On a injecté des milliards dans la réalisation de routes. Mais cet argent-là, il va où? Qu'est-ce qu'on en a fait? Quels sont les résultats? Est-ce qu'il y a
service après-vente? Est-ce qu'il y a une évaluation des travaux après? La route Lomé-Vaughan, la célèbre route Lomé-Vaughan, avec la corruption gigantesque qu'il y a eu autour de ça, je crois qu'on a évoqué le chiffre de 10 milliards au bas mot. Ça, c'est ce qui a été évoqué à l'Assemblée nationale. 10 milliards. Personne n'a été sanctionné, à ce qu'on sache. Les corruptions à des niveaux inacceptables. Transparence internationale, et tout le monde indexe le Togo. Ou la classification du Togo. Mais vous répondez à ma question. Je suis en train de vous dire que nous sommes en urgence là, les Togolais souffrent. Ouais, ce pays est tellement corrompu. Ce pays est tellement corrompu que les milliards qu'on injecte dans les travaux ne vont pas dans les travaux. C'est ça la réalité. Oui, il faut le dire. Oui, cette réalité, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait là? Par exemple, un certain nombre de... Moi, par exemple, on m'a raconté que certains sont obligés d'aller se trouver de nouveaux lieux pour habiter. Et ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est-à-dire, c'est des situations très difficiles. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais oui, mais il faut que le gouvernement débloque des ressources en urgence, de l'argent en urgence. C'est de ça dont on a besoin. Il faut que le gouvernement trouve des sites pour reloger les gens. C'est ce qu'on fait quand il y a des situations de catastrophe. On ne voit pas ça. On demande aux gens simplement d'être vigilants. Mais où est la protection civile? Moi, j'ai vu le ministre de la Sécurité en botte et au sec, en train de parler à des gens dans le marché. Quelle est la suite après cette visite médiatique? Quelles sont les décisions concrètes qui ont été prises pour mettre les Togolais à l'abri des intempéries parce qu'ils n'ont plus de toit? Où se réfugier? Les gens, ils sont en détresse et le chef de l'État, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'aller mal parler de la jeunesse togolaise en Corée. Ça, je crois que ça vous a vraiment marqué. Oui, ça m'a marqué. Vous en parlez là, c'est la deuxième fois que vous intervenez. Ça m'a marqué parce qu'un chef d'État ne peut pas parler de ses enfants, des enfants du pays, de la jeunesse, de cette façon-là, face à d'autres jeunes d'un autre pays. Est-ce que vous mesurez la gravité? Pendant ce temps, moi, je n'ai pas vu le chef de l'État venir rendre visite aux sinistrés. Je n'ai pas vu cela. C'est ce qui se fait dans le monde entier quand il y a des détresses. Aucune compassion. C'est vrai, mais en fait, en même temps, il y a un certain nombre de structures. Le chef de l'État, il a la responsabilité. Je suis d'accord. Alors, si on est d'accord, c'est pas Oui, le chef de l'État, il n'a pas fait, mais il y a un certain nombre de structures qui sont en charge de la gestion de la catastrophe. Vous savez, c'est lui qui impulse. S'il avait été présent, les choses pourraient se passer différemment. S'il manifestait la réelle compassion pour les gens, et s'il faut débloquer... C'est où la durée combien de temps? Oui, mais vous savez, en général, ce qui se passe, c'est quand vous êtes à l'extérieur et qu'il y a une catastrophe chez vous, vous courez pour revenir. C'est ça la norme. Non, mais en fait, vous ne partez pas de votre pays pendant que le pays est en pleine catastrophe. C'est ce qui s'est passé. Mais la saison de pluie, et ça, c'est inacceptable. Cette saison de pluie a commencé depuis, quand même. Et alors, le chef de l'État était là. Alors, si ça a commencé depuis, pourquoi il ne prend pas des solutions? Pourquoi il ne prend pas des mesures? Donc vous souhaitez qu'il aille visiter les victimes ou les sinistrés? Mais c'est la moindre des choses. Est-ce que par dans exemple, notre culture, c'est ce qui se fait. Okay. Et ailleurs aussi, c'est ce qui se fait. Est-ce que par exemple, vous, au niveau de votre structure politique, est-ce que vous envisagez faire la même chose, par exemple? Mais nous rendons visite à des gens sinistrés. Mais ce n'est pas le rôle des partis politiques de sortir de l'argent pour sortir les gens de la détresse. Ce n'est pas le rôle. Je n'ai pas dit l'argent. Oui, mais je le dis parce que je suis votre regard. Il y a l'argent de l'État. Il y a l'argent de l'État. C'est à ça que ça doit servir. Et l'argent de l'État ne doit pas être uniquement destiné à la corruption. C'est destiné à suivre la situation de détresse des Togolais. Bien, merci. Sans doute qu'un certain nombre de Togolais nous écoutent au moment où il pleut encore un peu sur Lomé dans certaines villes du Togo. Certains sont en situation sans doute difficile. Est-ce que vous avez un message de compassion éventuellement, de solidarité à leur endroit? Écoutez, c'est vrai que dans cette émission, j'ai exprimé beaucoup d'émotions parce que ce sont des situations qui m'affectent personnellement. Et je vois la détresse autour de moi et je vois le nombre de personnes qui sollicitent chaque jour des soutiens. On ne peut pas rester insensible à cela. Et je ne comprends pas que nos dirigeants soient si insensibles à la douleur des Togolais. C'est ça qu'il faut adresser en urgence. Ensuite, nous allons parler de nos problèmes politiques, les problèmes que les Togolais veulent voir résoudre, mais dans l'urgence aujourd'hui, où on parle, où il pleut et où on est en saison de pluie, il faut trouver des solutions d'urgence. Bien, merci d'être passé, Nathaniel Olympio. Vous êtes le président du Parti des Togolais. Cette émission s'achève. Merci à Romaric Fetas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Bonne suite sur Pyramide FM. Au revoir.